Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Charon de Hack the Box. Celle-ci se veut plutôt difficile à résoudre et s'axe principalement sur l'injection SQL et le contournement de pare-feu applicatifs. Comme d'habitude, nous allons commencer notre analyse avec un rapide scan and map afin de vérifier quels ports sont ouverts sur la machine. Ici on peut constater deux ports ouverts, le port 22 et le port 80. Nous allons donc ouvrir un nouveau navigateur et tenter de nous connecter au service HTTP. Il est à noter que pour la suite de l'analyse, nous avons configuré un proxy burp à l'aide de Foxy Proxy. Ceci nous permettra d'intercepter nos requêtes vers le serveur web. Dans le cas présent, le site web ne présente rien d'intéressant. On peut cependant constater dans le footer que celui-ci a été créé à l'aide de Super CMS. N'ayant rien découvert d'intéressant sur l'interface web, nous allons donc retourner sur notre terminal. Ici, nous allons poursuivre notre analyse à l'aide de GoBuster. Nous allons spécifier les paramètres "-u" pour notre URL et "-w" pour le dictionnaire à utiliser. Après quelques minutes de scan, on peut voir apparaître le répertoire CMS Data. Celui-ci contient la clé de notre accès initial. Nous allons donc effectuer une nouvelle commande GoBuster en ajoutant le paramètre "-x php et en modifiant notre URL avec le /CMS Data. Le résultat du scan nous montre rapidement quelques résultats, mais nous allons nous intéresser à la page login.php. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et nous diriger vers /cmsdata/login.php. Sans surprise, il s'agit d'une page d'authentification, cependant nous allons nous intéresser à la fonctionnalité Forgot Password. Nous allons donc cliquer sur le lien et insérer un email à l'intérieur du champ. Suite à l'exécution de la requête, il est possible de constater un message d'erreur dans le coin supérieur gauche. User not found with that email. Nous allons donc tenter une autre requête, cette fois-ci avec le même courriel, mais une simple quote. Nous avons maintenant un nouveau message d'erreur, Error in Database. Il est donc possible de faire une injection SQL. En allant sur notre burp proxy et en envoyant la requête dans repeater, nous allons pouvoir tenter d'identifier un vecteur d'injection. Ici, nous pouvons voir notre paramètre email auquel nous allons ajouter la requête SQL union select 1 et terminer en commentant le reste de la requête. Lors de l'envoi de celle-ci, on peut constater que le message d'erreur est différent de celui vu précédemment. En effet, les requêtes effectuées vers le serveur sont filtrées. Nous allons donc altérer notre requête et modifier l'instruction union avec une casse aléatoire, c'est-à-dire minuscule suivi du majuscule, etc. Cette légère modification nous permet de contourner le pare-feu applicatif et de retrouver le message d'erreur originel. Nous allons donc pouvoir poursuivre l'exploitation de cette vulnérabilité. Après plusieurs essais, nous avons découvert qu'il fallait utiliser 4 colonnes afin d'obtenir un résultat. Cependant, il existe une petite subtilité. En effet, le message Incorrect Format indique que l'un des champs ne respecte pas le format attendu. Ici, l'astuce était que la dernière colonne devait renvoyer une adresse email. Nous allons donc arranger cela. Une fois la modification effectuée, on peut constater que la colonne numéro 2 peut contenir de la donnée. Nous pouvons dorénavant effectuer plusieurs tests, par exemple remplacer la valeur 2 par version, et normalement nous devrions obtenir la version de la base de données. Le reste de l'exploitation est relativement simple. Ici, nous allons remplacer la valeur 2 par groupe concat schema underscore name et nous allons ajouter à notre requête from information underscore schema.schemata. Cette requête va nous permettre d'obtenir le nom des bases de données disponibles sur le serveur. Ici, on peut voir deux noms, Information Schema, qui est disponible par défaut, et Super CMS. La prochaine étape est d'énumérer les tables présentes dans Super CMS. Cela peut être fait avec la requête suivante.
Suite à l'envoi de notre nouvelle requête, on peut voir trois tables: Groups, License et Operators. Nous allons donc modifier notre requête initiale afin d'énumérer les colonnes présentes dans Operators. Ici, c'est relativement simple. Nous allons modifier le paramètre de groupe concat avec column name et modifier notre requête afin de cibler la table Operators. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Nous avons maintenant le nom des colonnes username et password. Il ne reste plus qu'à faire une requête appropriée. Cependant, après avoir modifié notre requête, il semble que celle-ci soit limitée par le nombre de résultats. En effet, nous pouvons constater qu'il existe beaucoup de résultats pour le test count. Nous allons donc appliquer un filtre à l'aide de l'instruction like. Encore une fois, c'est relativement simple. Nous allons ajouter l'instruction where, suivi de username, suivi de not like, et entre double quotes, nous allons spécifier T%. Ceci permet d'indiquer au serveur que nous ne souhaitons pas les résultats commençant par un T. En analysant les résultats de la requête SQL, on peut constater deux noms d'utilisateurs, super CMS ADM et décodeur. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et tenter de casser ces deux mots de passe. Dans le cas présent, nous allons simplement coller les condensats découverts et tenter de retrouver les mots de passe. Ici, nous avons deux résultats, Tamaro et Password. Une fois les mots de passe récupérés, nous allons tenter de nous connecter avec le compte de Super CMS ADM. Une fois connectés, nous pourrons voir la fonctionnalité Upload Image File. Nous allons donc cliquer dessus. Celle-ci semble nous permettre d'uploader certains types d'images. Nous allons donc tenter d'uploader une image .gif. Ici, on peut constater le chemin de l'image dans /image/internet.gif. Nous allons donc vérifier si cette image existe sur le serveur web. Pour ce faire, nous allons aller dans un nouvel onglet, puis spécifier l'URL du site web, suivi de image/internet.gif. Ayant la possibilité de téléverser des fichiers vers le site web, nous allons créer une backdoor en PHP. Pour ce faire, nous allons retourner sur notre terminal et faire usage de MSF Venom. Ici, nous allons simplement spécifier le paramètre "-p" suivi de php/meterpreter/reverse-tcp, sans oublier de spécifier le paramètre "lhost" pour l'adresse IP et "lport" pour le port à mettre en écho. Malheureusement pour nous, lors de la tentative de téléversement de notre charge utile, nous avons pu constater que le site web filtrait les fichiers autorisés. En effet, ceux-ci sont restreints aux fichiers images. Afin de contourner ce filtrage, nous allons déjà tenter de renommer notre fichier .php avec un .gif. Une fois notre charge utile renommée, nous allons retourner sur notre navigateur et tenter de télécharger shell.gif. Cependant, le site web nous indique une nouvelle erreur qui nous permet de savoir que les fichiers sont probablement également analysés au niveau de leur structure. Afin de voir comment nous pouvons contourner ce filtrage, nous allons rejouer notre requête à l'aide de Burp Proxy. Une fois notre requête identifiée, nous allons l'envoyer dans Repeater. Ici, afin de contourner le filtrage, nous allons tenter de faire passer notre fichier PHP pour un fichier GIF. Pour ce faire, nous allons ajouter la chaîne de caractères suivante au début du code PHP. Si l'on rejoue notre requête, on peut constater que celle-ci est passée et que le fichier shell.gif a été téléversé. Malheureusement pour nous, dans le cas présent, il n'est pas possible d'obtenir un shell avec notre .gif. Il va donc falloir trouver une méthode nous permettant de renommer notre .gif en .php. En analysant la réponse du serveur, nous avons découvert un commentaire assez intéressant. Nous allons donc retourner sur notre shell et tenter de décoder cette chaîne de caractères. L'objectif ici était de faire usage de cette valeur dans le code source de la page. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et modifier le code de celle-ci. Nous allons commencer par décommenter le code, puis modifier name avec testfile1
et ajouter le paramètre value avec test.php. Ceci va donner le nom du fichier qui sera téléversé sur le serveur. Une fois nos modifications apportées, nous allons retourner sur Burp et activer l'intercepteur. Par la suite, nous allons téléverser notre backdoor. Enfin, en retournant sur Burp, on peut constater qu'un nouveau paramètre est passé lors du téléversement du fichier, ici test.php. Nous allons donc modifier notre requête, ajouter le GIF 89A, puis forwarder celle-ci. En retournant sur notre navigateur, on peut constater que notre fichier a été téléversé avec le nom test.php. Maintenant, avant d'accéder à cette page, nous allons mettre un listener sur notre machine à l'aide de Metasploit. Dans le cas présent, nous allons faire usage du module exploit/multi/handler, puis charger le payload utilisé lors de la création de notre backdoor, c'est-à-dire php/meterpreter/reverse-tcp. On n'oublie pas évidemment de spécifier le lhost correspondant à l'adresse IP de notre VPN et le lport correspondant au port 4444. Une fois notre listener opérationnel, nous allons pouvoir retourner sur notre navigateur et exécuter notre backdoor PHP. Si l'on retourne sur notre terminal, nous devrions avoir une session Meterpreter ouverte. Cependant, malheureusement pour nous, nous n'avons pas de privilège sur la machine. C'est-à-dire que nous ne sommes toujours pas en capacité de lire le flag utilisateur. Si l'on tente de lire le flag présent dans /home/decoder/user.txt, nous avons une erreur d'accès. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des fichiers auxquels nous avons accès dans le répertoire de l'utilisateur decoder. Il s'agit de decoder.pub et pass.crypt. Nous allons donc télécharger ces deux fichiers sur notre machine et les analyser. Ici, la solution était relativement simple. En effet, le fichier decoder.pub contient une clé publique faible et le fichier pass.crypt contient le mot de passe de l'utilisateur. Afin de retrouver la clé privée de l'utilisateur, nous allons faire usage de l'outil RSA-CTF-Tool. Nous allons passer trois arguments à notre commande, public key qui va contenir decoder.pub, decrypt file qui va contenir pass.crypt et --private afin d'indiquer à l'outil que l'on cherche la clé privée. Le résultat est très rapide et on peut découvrir le mot de passe Nevermind de Bollocks. Maintenant, nous allons pouvoir insérer la commande SSH decoder @ l'adresse IP de la machine, puis utiliser le mot de passe découvert afin de nous connecter à celle-ci. Une fois connecté à la machine, nous devrions être en mesure de pouvoir lire le user.txt. La dernière étape est d'obtenir les privilèges root sur la machine. Pour ce faire, nous allons faire usage de la commande find afin de découvrir les binaires SUID présents sur celle-ci. Ici, on peut constater le binaire supershell dans /user/local/bin. Si l'on tente d'exécuter celui-ci, il va nous demander une commande. Nous allons donc ajouter la commande ls. Dans le cas présent, aucun résultat. Nous allons donc faire usage de l'outil ltrace afin de voir les appels effectués par celui-ci. Ici, on peut constater que notre commande est inspectée, probablement pour des caractères qui tentent d'échapper au filtrage, et également que celle-ci est comparée à bin/ls. Si l'on utilise une autre commande, celle-ci ne sera pas exécutée. Si l'on réexécute la commande cette fois-ci avec /bin/ls, tout devrait fonctionner correctement. Afin de contourner le filtrage, il fallait faire usage du caractère retour à la ligne. Ici, nous allons simplement démarrer notre commande avec une simple quote, faire un retour à la ligne et faire un cat/root/root.txt. Si tout se déroule correctement, nous devrions pouvoir voir le flag root apparaître. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.